Merci, messieurs. La parole est à Catherine Rimbert pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président, messieurs. Dans un monde où la conflictualité évolue rapidement, les formes de menaces se diversifient. Aux guerres armées classiques s'ajoutent des conflits hybrides mêlant guerre économique, cyberattaques et désinformation. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué dans vos propos, messieurs. Ainsi, la cybersécurité est devenue un champ de bataille crucial où des attaques invisibles peuvent paralyser des infrastructures sensibles. Par ailleurs, les tensions géoéconomiques et les sanctions financières ont des conséquences durables sur la stabilité mondiale. Ces évolutions soulèvent de nombreuses questions sur l'avenir des doctrines de défense et sur la coopération internationale. J'en viens donc à ma question. Dans ce contexte, comment les États, et en particulier la France, ajustent-ils leur politique de défense face à ces menaces multiformes? Et quels impacts ces menaces peuvent-elles avoir sur les alliances et la sécurité globale? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Marie Recalde. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, ma question porte sur la Facilité européenne pour la paix et la souveraineté industrielle de la France. Cette Facilité européenne pour la paix, créée initialement en mars 2021 pour renforcer les capacités européennes à agir de manière autonome en matière de défense, a évolué cette année avec un fonds spécifique dirigé vers l'Ukraine de 5 milliards d'euros, et donc vers davantage d'acquisitions communes de munitions et d'armes, avec notamment 1 milliard exclusivement réservé aux achats communs pour des munitions, des missiles ou des drones. Si les armements envoyés par l'Europe doivent être en priorité fabriqués en Europe, il n'existe en réalité aucune contrainte, ce qui pose la question d'une commande publique européenne, d'une Europe de la défense assumée, et on en a parlé, du rôle d'un commissaire européen de la défense. L'argent français a ainsi pu être utilisé pour remplacer les armes polonaises données aux Ukrainiens, qui sont pourtant américaines et coréennes. Quel regard portez-vous donc sur cette facilité européenne de paix? Merci, chers collègues. La parole est à Stéphanie Galzi. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, merci pour votre présence ce jour. L'espace est un champ de plus en plus contesté. En 2015, les États-Unis adoptaient le Space Act qui laisse les citoyens américains explorer l'espace et entreprendre d'exploiter les ressources spatiales. Plusieurs armées dans le monde, dont la nôtre, ont assumé une nouvelle orientation pour leurs armées aériennes. Ainsi, Russie, France ou États-Unis disposent maintenant d'armées de l'air et de l'espace. Les États-Unis ont même été plus loin en créant en 2019 la United States Space Force. L'espace est de plus en plus un nouvel enjeu. Il se pourrait même qu'il devienne pour les générations futures le plus grand de tous. Nous oublions trop souvent que les conflictualités futures ne seront pas seulement sur notre globe, mais aussi au-dessus de nous. Quelle est votre analyse de chercheurs sur le plan du droit et sur les équilibres des rapports de force entre les nations, maintenant que l'espace fait plus que jamais partie des nouveaux enjeux? Je vous remercie. Merci, messieurs. La parole est à vous. Merci, mesdames et messieurs les députés, pour cette question. Je propose, si tu en es d'accord, Jean-Pierre, tu prends la facilité. Voilà. Et mesdames, donc je vais répondre à vos questions de manière conjointe. Donc sur la cybersécurité et le spatial, ce sont d'ailleurs des sujets qui se recoupent, puisque sur un plan conceptuel, la revue stratégique de 2017 avait beaucoup insisté sur les espaces communs, notamment donc le cyber et l'espace exo-atmosphérique. Sur la cybersécurité, il y a également un commandement qui a été créé, comme pour le fait que l'armée de l'air est devenue l'armée de l'air et de l'espace avec un commandement pour l'espace dans le cadre national. Ce qu'il faut noter, c'est deux choses à mon sens. La première, c'est qu'au début du conflit ukrainien, il y avait une attente en fait beaucoup plus forte d'actions cyber qui ont été globalement plutôt bien contrecarrées. Et la deuxième chose, c'est que contrecarrer ces actions cyber implique au fond des partenariats très fins et très difficiles à démêler de l'extérieur entre les autorités publiques et les acteurs privés. Pour dire autrement, entre les autorités publiques et les plateformes numériques, lesquelles sont, pour la quasi-totalité d'entre elles, détenues par les États-Unis, dans le cadre, en ce qui concerne les Européens. Donc c'est la question aussi de ce que l'on garde en propre. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce sujet par les commissions précédentes. Mais je pense que la prise en compte, que ce soit par les armées, est faite.
la prise en compte par les grands acteurs économiques est faite. Il y a un sujet qui n'est pas encore abordé, c'est la prise en compte par, je dirais, le tissu industriel, notamment français, en dehors des grands groupes. Là, je pense qu'il y a des marges de progression très, très, très importantes. Et alors la question sur le space, enfin sur le spatial, en complément de la réponse que j'avais pu apporter à votre collègue, je pense que là aussi, ce qui est important, c'est évidemment de se préparer à ce type de conflictualité. Il y a tout un débat juridique sur la manière dont on va envisager les activités spatiales. Ça semble à la fois très proche et lointain, sans mauvais jeu de mots, mais je pense qu'il faut aussi toujours s'interroger sur quel type de combat on va mener si ces dispositifs spatiaux tombaient. Et donc là, il y a un sujet, à mon avis, pour nos forces, de continuer à savoir combattre sans des éléments de connectivité ultra poussés. C'est aussi un des enseignements à tirer de la guerre d'Ukraine. Alors, la facilité européenne pour la paix, c'est un sujet assez complexe. En fait, la facilité européenne pour la paix mise en place en 2021 est ce qui a succédé autrefois à ce qui permettait de financer un certain nombre de dépenses sur les opérations extérieures de l'Union européenne. Et on en a fait un outil où à la fois il y a toujours ce financement des opérations extérieures, mais également c'était destiné à financer la sécurité d'un certain nombre de pays qui n'avaient pas les moyens de leur sécurité. On pensait plutôt aux pays africains. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Européens, ils ont actionné la facilité européenne pour la paix au niveau de l'Union européenne dès le 27 février. Entre parenthèses, on agit beaucoup plus vite que les Américains. Les Américains, ils ont mis 2 mois avant de se décider à livrer des armes à l'Ukraine. Nous, on a décidé de le faire tout de suite. Alors, le mécanisme, il est le suivant de la facilité européenne pour la paix. Les pays livrent des armes à l'Ukraine et ils se font rembourser à hauteur de 40 à 60% du montant des matériels qui seront livrés à l'Ukraine. Il faut savoir que la France contribue à hauteur de 18% dans la facilité européenne pour la paix, qui n'est pas dans le budget communautaire. Hein. C'est un budget spécifique. Alors effectivement, se pose la question, quand vous livrez une arme et que vous en achetez une autre, de ne pas acheter européen. Je pense que la question, il faut la poser, encore une fois, dans le temps long. On est en période au fond de guerre. C'est-à-dire que les uns et les autres vont au plus vite, comme je vous parlais tout à l'heure des FMS et des achats de matériel américain. Je dirais que pris par le temps, il y a un certain nombre de choses qui, effectivement, ont été achetées en dehors de l'Union européenne. Vous vous posez la question aux Polonais sur les obusiers et ils vous répondent « Bah oui, mais la France ne pouvait pas livrer en temps et en heure ». Donc il y a ça aussi qu'il faut voir sur ces questions-là. Quand je dis qu'il faut regarder ça sur le temps long, sur le futur règlement communautaire, les DIP, se pose la question de ce qu'on va acheter en commun. Là, récemment, il y a un papier qui est sorti de l'Association des industries de défense européennes, mais pas tous, sur les DIP, et qui dit qu'il faut mettre la même règle que dans les DIRPA, c'est-à-dire avoir 65% de composants européens, et en même temps, ils disent « mais c'est pour faire plus sur le long terme ». Je pense qu'il y a un certain nombre en fait, d'industriels européens qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas fabriquer à 100%, même chez eux, et qui donc veulent mettre des verrous à ce niveau-là. Si on progresse sur le long terme, en ayant de plus en plus des équipements européens, pour moi, c'est une bonne chose. Et si vous prenez les Polonais, c'est sûr qu'ils ont acheté du F-35, c'est sûr qu'ils ont acheté des chars coréens et des obusiers coréens. Entre parenthèses, il faut voir s'ils vont bien acheter tout ça, parce que ça coûte très très cher, tout ça. Mais ils ont aussi acheté des satellites aux Français. Et on sait très bien qu'il y a un dialogue aujourd'hui qui est très important avec les Polonais, y compris sur les questions de fourniture d'armement. Les Polonais, vous savez, ils sont à la ligne de front. Donc à la ligne de front, vous pensez États-Unis,
Mais vous dites également, si les États-Unis sont plus là, qu'est-ce que je fais? Donc il y a un plan B chez les Polonais. Merci beaucoup. La parole